Il y a un engouement, il y a une communauté. Pour moi, en tant que créateur, c'est du jamais vu. Quand cette vidéo sort, ce qui se passe sur ma chaîne, c'est lunaire. Je passe beaucoup de temps avec Hugo et direct, je savais que ça allait matcher. Je suis un peu waouh, c'est un ovni quoi. On parlait YouTube et création de contenu du matin au soir. Et aujourd'hui, Pépé Chicken, là, ça y est, on va ouvrir le centième. Centième, tu te dis, ok, quelle est la limite? Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur YouTube et c'est un bon jour pour moi car c'est la première vidéo de ma chaîne qui sera dédiée à la cuisine et au cocktail, mais également car c'est la première fois que quelqu'un vous révèle en français la recette du très célèbre poulet frit et je suis bien en train de vous parler de la recette de chez KFC. Donc j'espère que la recette vous plaira et je vous laisse admirer la suite de la vidéo. Donc c'est parti. Donc pour la recette, c'est très simple, il suffit de mettre de la T'as toute la vidéo là? Ou pas? T'as juste cet extrait? Ce qui est incroyable dans cette vidéo, vraiment, c'est la dégustation. On pourra mettre un petit extrait de la dégustation. Je te la mime si tu veux, je m'en rappelle encore, mais c'est ah ouais, c'est bon. Et ça dure comme ça pendant 40 secondes. Ouais, c'est vraiment bon. Le poulet est vraiment croustillant et à l'intérieur il est tout tendre. Non mais c'est incroyable. Quand je vois cette vidéo, trop de choses à dire. Déjà, je me rappelle de la vidéo comme si c'était hier. C'est le premier truc. Je vois les défauts qu'il y a sur cette vidéo, le son. Il y a plein de choses à dire, mais c'est vrai que ça, cette vidéo, c'est littéralement la première de ma chaîne. Et je me rappelle exactement de comment j'ai fait ce logo, qui aujourd'hui est devenu une vraie marque 10 ans après. Parce que là, c'était en 2012, donc enfin même plus de 10 ans maintenant, ça va faire 12 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube Fast Cuisine. Et en fait, quand j'étais cette période-là, j'étais au lycée hôtelier. Donc voilà, j'apprenais la grande cuisine. Et tous mes potes me demandaient ouais, t'as pas des astuces pour apprendre des recettes, des trucs simples, etc. Et je leur ai demandé, mais les gars, vous voulez manger quoi? Poulet frit, burger, j'y attends. Donc là, moi, je fais un lycée hôtelier, je travaille dans des étoiles et Michelin, et vous voulez manger en fait du street food, quoi. Ils m'ont dit, bah ouais. Donc j'ai dit, ok, ben, je vais lancer une chaîne YouTube, ça m'évitera d'aller chez les uns et les autres pour au final cuisiner moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ce qui est ouf, c'est que cette vidéo a tout de suite bien marché. Je pense que c'est une des premières où voilà, ça a lancé l'aventure. Et puis, je me rappelle d'un pari que j'avais fait avec un pote, celui qui m'avait donné l'idée de cette recette-là. Et la vidéo, elle avait fait 1000 vues en une semaine. Et à l'époque, faire 1000 vues sorties de rien, c'était impressionnant. Et au final, c'est les commentaires, les interactions que j'ai eues sur cette vidéo qui m'ont donné envie de continuer à faire d'autres recettes. En fait, il y a une grosse partie de moi qui me suis lancé sur YouTube aussi grâce à des gros créateurs gaming, notamment c'était aussi le début de Gotaga. Et moi, je suivais le fait de partager avec une communauté. En fait, ce que je trouvais intéressant, c'était de voir le fait de connecter avec des gens qui partagent la même passion et d'avoir 100 personnes, 200 personnes qui sont là à suivre ce que tu fais. Et je me suis dit, bon, ok, plutôt que de passer toutes mes nuits à jouer à code, je vais aussi essayer cette fois-ci de participer et de faire quelque chose. Et c'est en partie pour ça aussi que je me suis lancé sur YouTube. Donc c'est vraiment les deux raisons. D'un côté, mes potes qui me demandent des conseils de cuisine. De l'autre, moi qui suivais le début des youtubeurs où je me dis, ah ouais, c'est trop cool. Donc ouais, et Call of Duty, ça m'a beaucoup inspiré. 2012 sur YouTube, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de gaming. Et c'est vrai que c'est inspirant de voir ça. Enfin, quand tu es un joueur et que tu suis des youtubeurs gaming, forcément, ça te donne envie de faire pareil. Sauf que j'étais meilleur en cuisine que sur code. En fait, je pense que vraiment la période de 2012 sur Internet, c'est une période où il n'y a pas de question de revenus. Donc c'est vraiment une question de, ok, c'est un écosystème de passionnés. Tu as des passionnés de jeux vidéo, tu as des passionnés de cartes, de cuisine, de train. Enfin, voilà, tu as plein de passions. Et je pense qu'à cette époque-là, ce qui nous drive, c'est, ok, moi j'ai une passion, je veux la partager. Et pour moi, la cuisine, c'était une évidence. Surtout qu'à l'époque, voilà, ce qu'il y avait sur Internet, alors pas que sur YouTube, hein, mais vraiment sur les sites Internet classiques, c'était pas forcément ce qui pouvait toucher des jeunes. Et forcément, moi, je voulais aider mes potes. Et je me suis dit, ok, je vais créer un truc
qui est un peu plus sympa à regarder avec des recettes qui correspondent un peu plus à ce qu'on a envie de manger. Donc en fait, sur YouTube, les premières années, 2012-2013, j'ai un rythme de vie assez particulier parce qu'en gros, je vais en cours la journée. Pendant la pause de midi, j'ai un meilleur pote qui est déter avec moi pour me donner des petits coups de main, pour filmer un petit peu et je filme les recettes que je mange à midi. Le soir / la nuit, je monte les vidéos et ainsi de suite, voilà, pendant 2 ans en fait. L'avantage, c'est que j'ai toujours été un peu un gars de la, je sais pas, Hugo, enfin, on parlera, je pense, plus tard d'Hugo Posé, mais lui, il aime bien l'expression, un gars de la bidouille informatique et tout. Et moi, j'ai toujours baigné dans ça, c'est-à-dire qu'avant même de faire YouTube, quand j'étais encore plus jeune, 12-13 ans, je faisais des vidéos de skate, donc je faisais du montage. J'ai toujours été dans la création de contenu de manière générale. Et donc, du coup, quand j'ai commencé YouTube, bah, je savais déjà faire. Quand tu vois ça, tu te dis pas le gars il sait faire du montage, on va pas se mentir. Mais je savais, tu vois, découper, avoir une base, mettre une musique. Et puis même, regarde-moi ce logo, franchement, ça c'est digne d'un artiste. On voit rien, mais voilà, tu vois, je savais utiliser l'outil. Donc, je savais me débrouiller. Et à cette époque-là, ça suffisait. Maintenant, on va commencer. Maxime, Ouais. tu peux venir s'il te plaît? Ouais. Putain, cet acting Je sais pas ce qu'il va nous faire. et ce style. Par où? C'est par là, c'est par là. Alors, Oh là là. Alors moi plutôt un peu tradition. des plats typiques de l'auberge, cherché ce matin. À l'auberge. Voilà, à l'auberge. BBQ pour la viande, burger Pour l'envie, le plaisir, le goût. les ongles de pied. Ouais, c'est des oignons frits. Je vais utiliser un œuf. Œuf au plat. Voilà, ça va finir sur un steak. On va nourrir le pain avec un peu de sauce burger. Je crée le lit du steak. Donc tu peux me faire cuire des lardons? Je te fais tout ce que tu veux. Ah putain, je suis très content. Là, on va mettre un petit peu de champignons et des tomates séchées. C'est légal au niveau des goûts. Ouais, pour l'instant, ça se tient. Donc le lit du steak est prêt, donc je récapitule. Petite sauce burger, salade, tomates séchées, mozza, champignons. Bah, tu sais quoi, j'ai une chaîne où je fais de la cuisine. Non. Je t'invite à prendre le relais. Voilà, et ça recouvre le steak. Je veux le côté Ah, ça va. américain fermier. Je pensais que ça partait sur de la raclette, je me suis dit, il est foutu. En fait, tu nous as fait l'Italie en bas, et là, tu fais l'américain. On va mettre quelques petits ongles de pied. Pour le côté français, pour le côté hygiène. Ça, c'est pour couvrir le mal. Voilà, Le et là, on vient burger, il est recouvrir catastrophique. Il s'appelle le Amixem Tradition Burger. Heureusement qu'il est jamais sorti ce burger, on va pas se mentir. Mais là, c'est quoi? C'est 2015? Ouais, putain, j'ai les dates, hein. En fait, c'est là où tu vois aussi, je suis quand même pas mal intégré à l'écosystème du gaming. C'est vrai que bah, il y a Amixem dans l'extrême, je crois aussi il y a Calypso, ouais, Cyril Super Connard. Tout cet écosystème-là de gamers avec qui je gravite énormément. Fait YouTube pour moi jouer à Call of, mais j'ai continué de jouer à Call of. Et je continue de jouer aujourd'hui encore à beaucoup de jeux. Mais c'est vrai que Call of, c'est vraiment ce que je préfère. Et donc du coup, je côtoie beaucoup de YouTubeurs, mais qui sont dans le gaming. Parce que voilà, on s'entraîne, on s'entraide, on se pose des questions, etc. Et je connecte beaucoup avec Calypso, qui me fait rencontrer un peu cette équipe-là en 2015. Et puis c'est vrai que c'est devenu tous des amis que j'ai encore aujourd'hui. Et c'est vrai que cette vidéo, c'était la première vidéo, on va dire, où j'investis en production. Là, on voit qu'il y a un gap entre la première vidéo filmée à l'iPhone avec des trépieds, etc. Enfin, vraiment, tu peux pas faire plus homemade. Là, c'était la première fois que je travaillais avec une prod où je me dis, ok, ben tiens, on va investir un petit peu. C'était une série de vidéos que j'ai réalisées en 2015. Je pense qu'il y a 6 épisodes où le concept était, ok, ben Fast Good Cuisine va chez des youtubeurs pour cuisiner. Et cette série m'a fait passer un premier cap. Parce qu'à cette époque-là, c'est là où je commence à me rapprocher du million d'abonnés, ce qui est un peu la symbolique forte pour un créateur, c'est d'atteindre ce cap-là. Ça m'a permis de découvrir un format qui est un peu fit and fun, mais en cuisine. Et ouais, c'est vraiment des bons souvenirs. Je pense qu'il y a plein de sujets. Déjà, je pense qu'à l'époque, il y a une innocence de mon côté sur ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que en effet, en 2015, c'est le premier E3 à Los Angeles, donc c'est un salon, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un salon de jeux vidéo. Et c'est vrai que c'est la première fois où des marques investissent réellement beaucoup de budget sur des créateurs pour faire venir
les gens aux États-Unis, aller découvrir ces nouveaux jeux. Et c'est vrai que c'est un tournant aujourd'hui avec du recul, avec mon côté un peu plus entrepreneur. C'est vrai que c'est un côté business qui est important dans l'écosystème de la créateur économie. C'est vrai que moi, à l'époque, on me demande, je crois que je venais d'avoir 21 ans, on me dit, écoute Charles, tu vas aller cuisiner aux États-Unis, on part avec des youtubeurs, ça te tente? Moi, je vois ça comme des grandes vacances avec mes potes créateurs où je vais découvrir Los Angeles et c'est là où je commence en fait un peu par hasard à filmer les premières vidéos de dégustation voyage qui m'amèneront quelques années plus tard à faire des vraies séries autour de ça. Et donc du coup, c'est vrai que je me rends pas forcément compte de ce qui est en train de se passer d'un point de vue business. Et à l'époque, c'est juste, ok, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on commence à se rendre compte de, ah ok, notre travail en tant que créateur, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur d'autres réseaux qui commencent à arriver à cette époque-là. Ça y est, Instagram, ça commence à être utilisé. Et puis, peut-être juste avant le début de Snapchat. Et c'est vrai que là, on se dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. C'est terminé la période de on est juste des créateurs chez nous qui partagent une passion. C'est là, il y a de l'engouement. À cette époque-là, c'est qu'est-ce qui va se passer après? En fait, si tu veux, à l'époque, vraiment pour essayer de me replonger dans ce monde-là, si tu veux, on avait des événements alors, qui s'appelaient les apérotubes. Et c'était des événements où il y avait 100 créateurs dans une pièce. Et au final, il y avait, tu avais Fast Good Cuisine, c'était le cas de la cuisine, mais il y avait un tel pour la beauté, David Lafarge pour les cartes Pokémon. À ce moment-là, si tu veux, on était vraiment réunis entre créateurs, créatrices. Et c'était un peu un collectif de, tu as 100 personnes qui ont une passion et tu as le passionné de la cuisine, le passionné des cartes Pokémon, etc. Et donc du coup, c'est vrai que comme on se voyait, je vais pas dire une fois par mois, mais une fois par trimestre, c'était un peu voilà, des potes. Il n'y avait pas forcément un côté business. Après, c'est sûr que tu ne pouvais pas faire des vidéos avec tout le monde, etc. Mais c'était pas un truc de se dire, ok, ah vas-y, je vois que lui, il a X abonnés, je vais faire une vidéo avec lui pour cette raison-là. C'est plus, comme tu les côtoies sur des moments de vie sympas, tu discutes et en étant créatif, tu te dis, ah ok, vas-y, viens, on fait une vidéo comme ça. Et c'est comme ça que ça commence les collabs. Ouais, moi, j'ai commencé vraiment YouTube en temps plein, c'est 2014. C'est limite ma première année à temps plein. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est un peu un métier incertain. Déjà, c'est un nouveau métier. Pour beaucoup, c'est pas forcément considéré comme un métier. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. On ne sait pas vers où ça va aller. Donc moi, je me projette pas en tant que, ok, ça va être mon métier, mais plus, ok, moi, depuis tout petit, j'ai un rêve, c'est d'avoir des restaurants. Et je me dis, en fait, peut-être que grâce à cette notoriété, grâce à ces contenus que je propose sur les différents réseaux sociaux, en fait, ça va être peut-être ça ma voie pour aller à l'ouverture de mon restaurant. Donc moi, je suis dans cette optique-là et je me dis, ok, il faut que je produise du contenu et que je m'améliore parce que y a une concurrence qui arrive et parce que les vidéos, elles doivent progresser. Moi, je suis dans cette optique-là. Le côté, on va dire, entrepreneur et la partie entrepreneuriale, moi, j'ai ça depuis que je suis tout petit. Tu vois, l'anecdote, c'est un jour, ma mère elle est venue me voir, elle m'a dit, écoute, je sais que tu ne feras pas un chemin de vie classique parce que quand en cinquième, tu es convoqué parce que tu as vendu des Sarbacane avec des contrats, tu sais que ton gamin, il aura pas un chemin de vie classique. Et il y avait ça quand j'étais au collège. Après le 1er mai, moi, j'étais tout content parce que j'allais vendre du muguet avec mes potes. Enfin, vraiment, le côté entrepreneur, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que c'est plutôt l'innocence ou l'incompétence au début. Et tu te rends pas compte, en fait, quand tu découvres et quand tu commences quelque chose dans peu importe le domaine, t'es pas bon, puisque tu débutes. Et c'est vrai qu'à l'époque, je pense qu'il y a très peu de créateurs qui connaissaient ce monde-là, ces budgets, c'était tout nouveau. Donc, même si on avait tous cette fibre entrepreneuriale, on ne savait pas. Et on a dû faire beaucoup d'erreurs. Et c'est que des années après où tu te dis, ah bah oui, en fait, à l'époque, quand on te faisait un grand sourire et une tape sur le dos pour que tu viennes cuisiner à l'E3, bah oui, derrière, il y a des deals qui se sont faits, etc. Et tu l'apprends. Et après, avec le temps, tu apprends à ne plus faire ces erreurs. Moi, j'ai toujours essayé de tester. Et j'ai testé plein de choses, des agences, des MCN, des agents.
Mais j'ai toujours fait le même constat, et le constat, c'est, bah, au final, ça peut être intéressant parce qu'ils peuvent t'apporter des OP, mais j'avais besoin d'autres choses, j'avais besoin de conseils, d'accompagnement, et qu'on m'apprenne à grandir en tant que créateur. Et c'est pas ce que j'ai trouvé, donc bah, j'ai dû le faire par moi-même. Bah, t'as déjà beaucoup de souvenirs, on va dire, humains, des anecdotes. Tu te rends compte que ben, voilà, quand tu pars avec tes potes créateurs à Los Angeles et que ben, tu découvres les États-Unis, que tu fais ton premier road trip, que tu filmes ça, t'as quelque chose de très authentique. Et, enfin, je me rappelle, moi, avec ben, Cyril, Amixem, Calypso, le road trip des États-Unis cette année-là. Enfin, c'est des souvenirs de vie qui sont vraiment incroyables. Puis après, je pense aussi les premiers souvenirs, c'est vraiment l'impact que tu commences à avoir sur les gens, où tu vas avoir des personnes dans la rue qui viennent te voir et qui te disent merci, ou ah ouais, j'ai cuisiné ton mug cake ce week-end avec ma copine. Et là, tu te dis, ah ok, genre, tu savais déjà que ça existait, tu vois les vues, etc. Mais quand tu commences à avoir les retours et les premiers retours, tu te dis, ah ok, j'ai vraiment de l'impact auprès de personnes qui sont bien réelles versus un compteur de vues sur YouTube. Et ça, c'est mes premiers souvenirs que j'ai d'un début d'histoire. C'était très les moyens du bord. Tu vois, il n'y avait pas... Enfin, limite, tu filmais parfois 5 heures de vidéo et d'un coup, tu mettais les rushs, tu commençais le montage. Oh merde, il n'y a pas de son. Tu vois, c'était ça à l'époque de 2014-2015. Tous les youtubeurs te diront, ouais, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà perdu des vidéos, etc. Parce que c'était vraiment le côté homemade. L'avantage d'avoir commencé à quelques années, c'est qu'en fait, on connaît beaucoup de gens qui ont tous et toutes des parcours. C'est impressionnant de voir aujourd'hui. Là, tu vois l'évolution d'Amixem, tu vois l'évolution de Cyril, tu vois les contenus qu'ils produisent. C'est magnifique de voir à quel point, on va dire, ce petit collectif de passionnés arrive aujourd'hui à des résultats, que ce soit d'un point de vue contenu, des qualités de production, ou même sur l'aspect plus business, de voir qu'en fait, on a tous créé des empires au final, alors que bah, nous, on partait, tu vois, faire des burgers ensemble en jouant à la console après. Donc non, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est des gens que j'ai en contact encore aujourd'hui. Salut à vous les amis et bienvenue sur Facebook Cuisine. Ça, c'est le bonbon Coca. Alors aujourd'hui, on va faire un truc de fou. Et je peux vous dire que si j'avais eu ça plus jeune, j'aurais été complètement dingue. Vous l'avez vu, la petite bouteille de Coca posée? Attendez, je vais la chercher. Voici la bouteille en question. Mais attendez, elle bouge. Et oui, ceci est un bonbon XXL au Coca-Cola. C'est la mode aux États-Unis. J'ai vu plein de tutos, mais pas encore en français. Alors je vous montre aujourd'hui comment faire ça. Et c'est à couper et à partager avec ses amis. C'est parti. Waouh. Putain. Vraiment, déjà, je me dis, bon, l'acting, j'ai quand même progressé, hein. Alors, le bon Coca, c'est une vidéo où je fais une recette XXL d'un bonbon Coca, et c'est sorti en 2016. Et si je te dis pas de bêtises, c'est, je crois, une des top 5 des vidéos les plus vues sur YouTube en 2016. C'est lunaire. C'est-à-dire que quand cette vidéo sort, ce qui se passe sur ma chaîne, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, je crois que la vidéo, elle doit sortir un mercredi ou un jeudi. J'étais pas très loin d'atteindre le million d'abonnés. Et je crois que je fais 50 000 abonnés en un jour. Ce qui est à l'époque journée record. Je sors avec mes potes le jeudi soir pour fêter, je crois, les 800 000 abonnés. On ressort le vendredi pour quasiment fêter les 900 000. Enfin, vraiment, c'était vraiment incroyable. C'était du jamais vu. Et pour moi, c'est là où c'est la première fois dans ma vie où, en tant que créateur, je fais un contenu qui vraiment, on peut mettre le mot buzz dessus, mais c'est vraiment un contenu qui va surperformer comparé à ce que je faisais. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, moi, je te connais depuis le bonbon Coca. Après, je m'excuse pour tous les gens qui se sont lancés dans cette recette, parce que, en vrai de vrai, elle est compliquée. C'est technique à ce que ça fonctionne bien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé du temps dessus. Mais c'est vrai, là, je me suis rendu compte, à ce moment-là, en tant que personne, je suis super content. Mais en tant que créateur qui commence à se professionnaliser, je me dis, ah ok,
il y a moyen sur YouTube de passer un cap. Et cette vidéo me fait prendre conscience de, ok, il y a encore une étape après. Il y a encore moyen de faire mieux. Et c'est ce que je comprends avec cette vidéo-là. Fin 2015, début 2016, où je passe numéro 1 food en France. Donc, ce qui était un gros cap symbolique. Et je pense qu'à l'époque, il y avait plus des chaînes de médias voilà, qui n'étaient pas considérés comme des youtubeurs, mais faisaient partie du classement. Tu avais un ou deux autres créateurs qui étaient en place. Je pense à des gens comme Hervé Cuisine qui sont là depuis des années aussi. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où symboliquement je passe le cap de numéro 1. Bah, en fait, moi je suis dans la dynamique, je suis dans ce que j'aime regarder sur YouTube. C'est la période voilà, des podcasts. J'ai pas forcément un talent pour l'humour et j'ai pas forcément un talent aussi pour l'acting, mais pourtant c'est ça que j'ai envie de faire aussi à ma sauce. Donc oui, plutôt que d'être là avec le tablier et ce côté, en fait, surtout, je veux pas me prendre au sérieux dans ce que je propose. C'est pour moi le but de la chaîne, c'est d'aider les gens à se débrouiller en cuisine, mais aussi de montrer que la cuisine, ça peut être fun, ça peut être accessible. Et donc, du coup, si je suis trop au sérieux, très carré, etc., ça peut être un frein. Et moi, je veux montrer voilà, le côté sympa. Ça peut être des expériences. Et tu peux commencer la cuisine aussi en faisant un bonbon Coca-Cola quand tu es jeune. Après, est-ce que tu vas réussir la recette? Je sais pas. Mais tu vois, c'est vraiment ça. On montre aux gens que la cuisine, c'est accessible. Et je le fais de manière voilà, ludique, avec le sourire, quoi. Moi, j'ai toujours regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de manière générale et surtout du contenu en anglais. Alors, je pense que ça vient du gaming parce que à l'époque, ben, c'est vrai que tu avais beaucoup de créateurs qui faisaient des vidéos dans le gaming. Et c'est vrai que le marché américain était très intéressant, ça l'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que créateur, c'est intéressant de s'intéresser au marché américain qui est quand même bien en avance comparé au nôtre. Et c'est vrai que je voyais dans mes recommandations qui étaient du coup parfois en anglais, je voyais beaucoup ce bonbon-là que je ne voyais pas en France. Et je me suis dit, ah, ok, en vrai, ça, tu fais ça en France, ça peut fonctionner, quoi. C'est vraiment l'année où tout s'accélère pour moi. Bah, tu le disais, je passe numéro 1 en France sur YouTube. J'ai cette vidéo qui fait, je sais pas, X millions de vues et qui fait passer ma chaîne dans un nouveau cap. Et aussi, je sors mon premier livre, qui était un livre avec toutes mes recettes simples et rapides, très orientées fast-food cuisine. Voilà, c'était mug cake, tout ce que je faisais à l'époque sur la chaîne, du poulet frit, des burgers, etc. Et je lance le livre dans un but, c'est il faut que je puisse rencontrer mes abonnés. C'est ça qui m'a motivé à l'époque. Autant dans le gaming, tu avais des scènes comme la PGW, tu pouvais rencontrer des gens dans un stand. En cuisine, il n'y avait rien à l'époque. Donc moi, si je voulais voir mes abonnés, c'était les dédicaces, c'était la case livre. Et en plus, 2016, c'était la période où beaucoup de créateurs lançaient des livres. Et donc du coup, je sors ce livre-là. C'est un gros succès, un peu inattendu parce que en fait, j'ai toute cette communauté qui va acheter le livre. Donc c'est un gros succès. Ça me fait super plaisir. Et puis surtout, ça y est, je rencontre enfin les abonnés. Mais c'est aussi là où, en tant que créateur, je prends conscience de, ok, je peux plus faire les vidéos et ma carrière tout seul, entre guillemets, en solo. Parce qu'à l'époque, là en 2016, ben, je tourne la vidéo, je monte les vidéos et je sors entre 1 et 2 vidéos par semaine. Donc je me retrouve avec ce rythme-là à partir tous les week-ends pendant 3-4 semaines en dédicace. Donc en gros, ben, j'enchaîne du lundi au dimanche et ainsi de suite. Et c'est là où je me dis, ah ok, je peux plus faire ça tout seul. Et c'est là où je commence à me questionner sur, ok, comment je m'entoure parce que honnêtement, ça commençait à devenir difficile de mon côté à gérer. Puis quand tu travailles tous les jours comme ça, tu te dis, ok, ben, genre,
c'est pas viable sur le long terme. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Top Chef, ou plutôt dans Fast Good Cuisine. Cette année, c'est les 10 ans de Top Chef, c'est une saison exceptionnelle parce que non seulement on a nos 4 grands chefs de brigade très connus, Philippe Etchebest, Michel Saran, Hélène Darroze et Jean-François Piège, mais en plus des chefs étoilés cumulant 100 étoiles. Mais bon, sur Fast Good Cuisine, il y a aussi un match très important qui s'annonce. Charles, l'hôtelier de Fast Good Cuisine, 24 ans, il est lycée hôtelier, il a travaillé dans des grands restaurants, il maîtrise. Il va affronter aujourd'hui Hugo Posé, qui ne sait pas cuisiner, mais dans un face-à-face, on ne sait jamais qui va gagner. Alors je vous propose d'admirer les forces en présence. Ils sont là, ils ont le trac. Voilà. Charles et Hugo, ça va les amis? Oui. Bon, regardez comme ils sont beaux avec leur veste de Top Chef. Mais il y a un détail qui fait la différence. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que je vais être dans l'équipe de Philippe Etchebest. Bon courage. Cette vidéo-là, qui est sortie en 2019, c'est là où tu vois que j'ai passé vraiment un cap sur la chaîne. C'est-à-dire que j'ai quitté l'aspect pur cuisine, tuto, recette pour aller sur du divertissement. C'est vraiment un nouvel axe que j'ai eu, notamment en travaillant avec Hugo, parce qu'on s'est beaucoup challengé créativement sur OK, il y a eu tout un temps autour de la partie tuto et recette, mais comment aujourd'hui Fast Good Cuisine peut devenir un média beaucoup plus mainstream, parce que c'est vrai qu'au début de l'interview, c'était très... je parlais beaucoup de YouTube parce que c'est par là que j'ai commencé, mais à côté des extraits que tu montes, il y a beaucoup de choses qu'on va faire sur les réseaux sociaux, sur du vertical, il y a l'arrivée de TikTok, et nous aujourd'hui on se comporte vraiment sur une logique de médias. Et en fait, pour pouvoir évoluer, il fallait proposer aussi quelque chose d'autre, parce qu'une fois que tu as fait, je crois, 500 recettes, plus toutes les versions XXL, tu as fait le tour. Et là, c'est l'ère du divertissement sur la chaîne, avec notamment ce concept qui a cartonné. En plus, voilà, il y a Stéphane dans la vidéo, Stéphane Rothenberg. Donc, c'est intéressant de aussi mélanger les mondes et de voir que ça plaît. Parce que c'est bien fait, c'est authentique, le retour de la communauté sur ça, c'est impressionnant. On voit que aujourd'hui il y a un mélange des mondes, et c'est intéressant parce que c'est là où je prends conscience qu'en fait la création de contenu, c'est pas uniquement du prisme de on crée des vidéos pour les réseaux sociaux, c'est on est des vrais producteurs de contenu, on crée des émissions. Et ces émissions-là, on choisit de les diffuser sur YouTube, mais c'est quelque chose qui pourrait être diffusé ailleurs. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que, OK, ça y est, le monde de l'influence marketing se professionnalise de manière générale. Ça y est, on n'est plus au stade d'il y a quelques années passées. Là, on commence à avoir des contrats avec des entités, des marques qui sont importantes. Et c'est vrai que j'ai l'opportunité de travailler pour la licence Top Chef. C'est un projet qui est intéressant, puisque forcément, moi qui suis passionné de cuisine, je regardais à l'époque l'émission maintenant je me retrouve en fait à produire l'émission mais version web, puisqu'en fait c'est ça, hein, c'est que aujourd'hui avec nos équipes on a littéralement produit cette version là. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est une vidéo qui a cartonné, où on fait 5-6 millions facilement sur cette vidéo là, et pareil, en fait c'est là où on se rend compte, en fait on passe des caps les uns après les autres, et on est un vrai producteur. Et donc ouais, c'est intéressant de voir cette évolution-là. Aussi sur cette production-là, on reste encore petit. Quand je dis petit, c'est pas nombreux. En fait, on produit vraiment de manière optimisée pour le web. Ça veut dire qu'on est très mobile, on n'a pas forcément 50 personnes, mais on arrive, de par notre savoir-faire sur le montage notamment, et sur des techniques qu'on a acquis durant 5 ans, 6 ans d'essais où on oubliait de brancher les micros, il y avait des soucis. En fait, on a appris un savoir-faire, et aujourd'hui, ça s'exprime sur cette vidéo-là, où on passe un cap. Et franchement, c'est beau de voir ça. Je suis content d'avoir revu cet extrait.
C'est un repas de famille un peu particulier puisque la dernière personne qui restera à cette table gagnera 1000 euros. C'est qui ralasse? C'est Charles? Et d'ailleurs, l'une des personnes qui regarde cette vidéo, vous pourrez aussi gagner 1000 euros de cadeaux puisque c'est Noël, on se fait plaisir. Ça, c'est beau. Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner, on en parle en fin de vidéo. Et ça lui permettra de gagner plus d'abonnés. Bah oui, il fait Et pas plus ça. de watch time. C'est pas un Là, on sent les C'est techniques. pas une association caritative. Aujourd'hui, on va parler du karma. Toi. Si tu quittes la table, tu perds. Donc en gros, si tu franchis la limite rouge, c'est terminé pour toi. Si tu recraches ou que tu ne termines pas ton assiette, tu perds. Attention, il y aura des manches éliminatoires. Le perdant devra obligatoirement quitter la table. Surprise, il y aura peut-être une manche très spéciale pour départager les derniers joueurs. Là, on voit que j'ai compris comment faire pour que les gens restent jusqu'au bout de la vidéo, ce qui est vraiment important d'un point de vue création de contenu, de garder le viewer jusqu'au bout. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai préparé une surprise. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je vois ça, c'était un peu marquant et enfin, c'était très visible. C'est vrai que c'est des choses qu'on essaie de travailler maintenant pour que ce soit beaucoup plus naturel. Mais là aussi, on voit que les productions évoluent. On voit il y a plus de monde autour de la table, il y a des créateurs, il y a des créatrices. Ouais, il y a un studio. Ça y est, c'est terminé, je tourne plus les vidéos chez moi. Et en fait, ça suit une logique de on essaye de faire mieux étape par étape. C'est vraiment ça. Alors là, on le voit peut-être année après année, mais c'est des efforts au quotidien, c'est des remises en question qui ne sont plus uniquement les miennes, mais aussi ceux de mes équipes, parce qu'à ce moment-là, c'est là où je commence à m'entourer. Et donc, ça y est, on est plusieurs. Je crois qu'à cette époque, on est peut-être 2, 3. C'est vraiment une toute petite équipe. Mais c'est là où on commence à se questionner sur comment faire mieux. Et voilà, on va travailler des mécaniques de rétention, on va travailler des concepts, on va sortir complètement de l'aspect tuto. Là, on est sur un vrai concept créé, divertissant, avec toujours une touche autour de la cuisine. Là, en l'occurrence, il fallait manger des choses vraiment horribles. Mais ouais, ça n'a plus rien à voir. Et ça, c'est des vidéos aujourd'hui qu'on continue de faire dans des échelles qui sont énormes, puisque là, on est en train de travailler sur le même concept, mais avec 100 personnes. Hugo, c'est une rencontre incroyable qui se fait à l'E3. Hugo est tout jeune. Et moi, on me dit, écoute, tu vas rencontrer Hugo Posé. Puis je découvre un personnage haut en couleur que je connaissais, moi, du Prisme, que de ses vidéos. Et à l'époque, Hugo Posé, en 2015, c'est un des premiers créateurs à passer le million d'abonnés. Je crois à tout juste 16 ans. Il est très dans la tendance, il a un contenu que moi j'ai un peu de mal à comprendre et à apprécier. Je suis un peu waouh, c'est un ovni quoi, c'est impressionnant. Et quand je le rencontre à l'aéroport. Et direct, je savais que ça allait matcher. En fait, je savais que on allait devenir potes, etc. Il y a parfois des rencontres que tu fais dans la vie où tu te dis ok, je sais qu'au bout de quelques minutes, voilà, il y a un vrai bon feeling. Et on passe cette semaine à Los Angeles avec les autres créateurs et je passe beaucoup de temps avec Hugo. Et je suis impressionné par sa vision créative, par ce qu'il consomme en termes de musique, de culture, sa culture web, etc. Je suis impressionné et aussi impressionné de tout le côté stratégique qu'il a sur YouTube. C'est lui qui me rend attentif à ce que c'est le watch time, le taux de clic, etc. On a eu plusieurs discussions au fur et à mesure et c'est, je crois, quelques années plus tard, quand on se revoit à un événement, on se dit, bah écoute, rappelle-toi Los Angeles, on a eu tellement de bonnes discussions, etc. Pourquoi pas faire quelque chose ensemble et de monter voilà, notre propre solution, parce que c'est vrai qu'on a essayé plein de choses et on n'a jamais trouvé la solution parfaite. Et donc on s'est dit, bah écoute, partageons un peu nos challenges du quotidien, qui étaient notamment la création de contenu et comment s'entourer. Et donc c'est là où on a commencé à se dire, ok, bah on
recruter deux monteurs, on va commencer à se partager des cadreurs. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec Hugo. Et surtout, on passait énormément de temps ensemble. On en passe toujours, mais un peu moins. On parlait YouTube et création de contenu du matin au soir. C'est-à-dire que tous les concepts, les Yes Man, le troc, c'est que des discussions qui ont amené à des vrais concepts créatifs. Et aujourd'hui encore, on se challenge toujours pour trouver les meilleures idées. Pour moi, à cette époque-là, c'est plus... Je suis en train de réinventer Fast Good Cuisine de manière générale autour de la marque. Et je me dis, ok, ben Fast Good Cuisine, qu'est-ce que c'est et vers où on va? Et ça y est, on a passé le cap de est-ce que ça va devenir mon métier ou pas? Ça y est, on sait que ça fonctionne. Et je me dis, ok, ben maintenant, comment on passe ce cap? Et on a passé ce cap en travaillant sur la création de contenu. Vraiment, ce qui nous drive à cette époque-là, c'est comment on peut faire les meilleures vidéos possibles. Et on a repoussé beaucoup de limites en se challengeant avec Hugo. On donnait beaucoup de notre personne sur les vidéos. Enfin, on a fini dans des états, tu vois, les cheveux, je me rappelle, il y avait le inter et net. On a fait des tournages où on commençait à partir au bout du monde pour des défis. Vraiment, c'était pour moi la période la plus... comment on peut faire mieux à chaque vidéo, c'est cette période-là. C'est là où on prend conscience qu'il faut qu'on ait des habitudes un peu particulières en tant que créateur de contenu. C'est se dire, ok, voilà, il faut faire un peu attention dans la rue, parce qu'en fait, c'est très souvent, si tu as une personne qui te voit, qui commence à faire une photo, ça peut créer, tu sais, un petit groupe, etc. Mais moi, je vis ça très très bien. C'est juste que tu dois faire attention. Faut pas trop que les gens ils arrivent à voir où tu habites, par exemple. Parce que c'est vrai que quand j'étais à Strasbourg, je faisais pas du tout attention à ça. Et puis au final, tous les jours en bas de chez moi, il y avait des gens où les voisins ils recevaient des mots. Et donc du coup, c'est là où tu te dis, ah ok, bah en fait, j'ai une notoriété. C'est génial, ça a plein d'avantages. Mais il faut aussi que je sois aligné avec ça et que je fasse un petit peu attention pour éviter que ça impacte ta vie privée. Donc c'est là où tu fais attention. En fait, c'est là où je passe de ok, je suis créateur de contenu à je deviens chef d'entreprise. Même si quand on est tout seul et qu'on crée du contenu, on est déjà un chef d'entreprise. Mais là, ça y est, je passe ce cap. Et c'est à partir de ce moment-là où en sous-marin, je commence à travailler sur le projet de ma vie, qui est Pepe Chicken. Ça y est, les vidéos, ça tourne. Maintenant, il ne faut pas que j'oublie que moi, mon but ultime, c'est de faire goûter ma cuisine à un maximum de personnes. Et c'est là où je commence à travailler notamment sur Pepe Chicken. Peut-être que les gens vous demandaient pourquoi Pepe Chicken. Eh bien, Pepe, celle-là, elle est pour toi. C'est mon grand-père. Mon grand-père qui m'a donné goût à la cuisine, qui m'a montré comment cuisiner. J'ai décidé d'appeler mon restaurant pour lui faire hommage. Malheureusement, il nous a quittés, mais je sais qu'il me regarde de là-haut et qu'il serait fier d'avoir un restaurant. Donc Pepe, celle-là, elle est pour toi. Et là, maintenant, c'est parti. On va tester. Regardez-moi ça, la quantité de poulet. Ça, là, je fais une dégustation de Fast Good Cuisine, genre en mode ouah, ah, c'est trop bien. C'est vraiment bon. Et je dis pas ça parce que c'est le mien. Waouh. Quand j'ai commencé à réfléchir à Pepe Chicken, c'est quelque chose que je fais déjà depuis 8 ans, 9 ans. Parce qu'en fait, dès que j'ai commencé YouTube, j'ai toujours pris des notes lors de mes voyages, quand j'allais goûter, que ce soit des recettes, des goûts, d'observer aussi des manières de cuisiner dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Asie. Enfin voilà, j'ai toujours essayé de me dire, ok, tout ce savoir-faire, tout ce que je monte sur YouTube, comment je peux essayer d'en garder des notes pour pouvoir un jour retransmettre dans ma cuisine tous mes voyages. Donc c'est un projet, on va dire, qui se prépare depuis tellement de temps. Mais c'est vrai que le moment où j'ai commencé vraiment à travailler sur Pepe Chicken, c'est voilà, le moment où on fait beaucoup de vidéos avec Hugo. Je sens que, ok, ça y est, maintenant sur la chaîne YouTube, on a passé un cap. Moi, je suis entouré avec une équipe qui me permet de produire des vidéos de manière régulière sans que je fasse le montage. Donc, j'ai plus de temps.
Et à ce moment-là, je me dis, ok, ben, je vais commencer à travailler sur mes recettes. Donc je transforme un peu mon chez-moi en laboratoire où je faisais beaucoup de tests. Et je faisais goûter ben, à mes potes du début les recettes en disant, ben, écoute, regarde, goûte cette version, je regardais un peu les réactions. Donc je travaille sur tout ça. Et en fait, pendant, je pense, juste avant le période du Covid, j'entends parler de cette nouveauté qui sont les Dark Kitchen. Et quand j'entends parler de ce modèle-là, donc ce modèle de on n'a pas besoin d'avoir un restaurant en physique, mais on peut aller travailler avec des restaurants existants où on peut utiliser leur cuisine pour pouvoir ben, faire nos recettes et les livrer sur des plateformes de livraison. Je me dis, mais en fait, c'est ça la réponse à ma plus grande problématique. Parce que ouvrir un resto, c'est toujours mon rêve. Mais quand je me suis rendu compte que, bah, au final, si j'ouvrais un seul resto, ça va être compliqué de pouvoir faire vivre la bonne expérience aux abonnés. Parce qu'il y aura potentiellement beaucoup de monde. Et puis, si tu as un resto à Paris, ben, les gens de Stras, qu'est-ce qu'ils font? C'est compliqué, ils vont pas venir. Enfin, voilà, j'avais peur de créer de la frustration. Et là, quand j'ai vu que les Dark Kitchen, on pouvait en ouvrir plus facilement, je me suis dit, ben, parfait en fait. Et donc c'est là où je me dis, ok, ben, je vais penser en plus, pas uniquement sur l'aspect food, mais je vais penser aussi à l'aspect expérience en livraison. Et donc je travaille énormément sur, ok, ben, je veux un concept qui sera bon en livraison, parce que c'est vrai qu'en livraison, moi je commande beaucoup, c'est parfois galère. Et je travaille pendant 2 ans vraiment de manière sous-marin sur ce projet-là. Et quand je le lance, j'ai beaucoup de stress. Parce que je me dis, ok, ben, Fast Food Cuisine, c'est facile de faire des dégustations et de dire j'aime ou j'aime pas. Mais je savais qu'on allait aussi m'attendre au tournant. Et donc, du coup, je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais pas décevoir les gens. Et au final, je pense que ce qui a été créé, ce que j'ai créé avec Pepe Chicken, c'est impressionnant. Quand je vois les retours qu'on a, cette marque, elle a 3 ans maintenant. On a sur TikTok des girl therapy où c'est des dizaines, des quinzaines de créatrices qui se filment en montrant, ben voilà, je mange mon pépé chicken devant un Disney. On a un engouement sur Twitter. On reçoit des lettres de motivation, des CV pour recevoir des codes. Et aujourd'hui, pépé chicken, c'est... ah là, ça y est, on va ouvrir le 100e. Tu te dis, ok, ben, on est présent en France, on est présent en Belgique, et quelle est la limite? C'est vraiment ça. Et après, bah aussi pour Pops, du coup. Et Pops, c'est une marque, pareil, qu'on a créée un peu plus récemment avec les équipes. Ça fait maintenant 1 an qu'on a, moins d'1 an en fait, qu'on a lancé. Et moi, j'ai toujours voulu aller sur ce créneau-là parce que personnellement, je ne bois pas beaucoup d'eau. J'ai toujours été un grand fan des boissons sucrées. Et je me suis dit, en fait, il manquait quelque chose dans l'expérience Pepe Chicken. Il manquait cette boisson. Et là, on voulait créer la boisson parfaite pour les gens qui consomment ben voilà, beaucoup de street food. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une boisson avec moins de sucre, avec des fibres. Et c'était la boisson qui manquait dans l'expérience en tant que client. Et pareil, c'est impressionnant de voir, tu vois là on est sur un arrêt sur image d'une chaîne de production. Et c'est là où tu prends conscience de, ok, j'ai commencé en tant que créateur de contenu. Et aujourd'hui on est 25 personnes. On a un pôle média où on fait 2 milliards de vues par an sur tous les réseaux confondus. Et à côté de ça, on crée des marques. On a créé Pepe Chicken, Pops. Et tu te dis, ah ok, en fait, quand tu as une passion, si voilà, tu travailles et que tu te remets en question, tu peux vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Et ouais, quand je vois cette ligne de production, c'est vraiment ça que j'ai en tête. Et ouais, c'est fou.
En fait, je pense que Pepe Chicken et Pops, ça parfois dépasse Fast Good Cuisine, dans le sens où même c'est Fast Good Cuisine en tant que média qui a poussé ces marques-là, aujourd'hui, c'est des marques qui vivent par elles-mêmes. Pepe Chicken, aujourd'hui, bah, y a des personnes qui m'arrêtent dans la rue qui m'appellent Pepe Chicken. C'est marrant quand même quand tu te dis, ok, ah ouais, ok, d'accord. Donc maintenant, c'est plus comme en 2016, ah, t'es le gars du bon Coca. Non, non, c'est Pepe Chicken. Donc en fait, c'est vrai que je pense que les marques, elles ont dépassé le stade de c'est un produit qui a été lancé par un créateur, c'est des vraies marques qui sont en place. Et après, de mon côté, c'est plus, il faut s'adapter. Et c'est aussi apprendre à aligner son rythme de vie. Tu vois, je parlais de l'époque où je te disais que je jouais beaucoup à code. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dois faire des choix et je dois prendre conscience que bah, je ne peux plus passer malheureusement mes nuits à jouer à code parce que quand j'arrive au bureau, j'ai des choix à prendre qui sont importants. Bah, un mauvais choix, pour moi, ça peut coûter beaucoup d'argent, ça peut avoir de grosses conséquences, ça peut avoir des conséquences aussi sur des collaborateurs. Enfin voilà, donc du coup, oui, beaucoup de pression. Mais pour ça, en fait, il faut arriver à trouver un nouvel équilibre que je suis très honnêtement en train de chercher actuellement. Et j'ai pas tous les éléments de la recette parfaite. Peut-être que je reviendrai dans quelques années pour vous dire, bah voilà, il faut faire ça et puis ça fonctionnera. À l'inverse d'un chef qui peut passer après son service en salle pour demander si c'est bien passé, etc. Ou de pouvoir voir ce qui se passe dans la salle de ton restaurant. Moi, aujourd'hui, la salle de mon restaurant, c'est les réseaux sociaux. Donc, si je veux savoir si on a bien travaillé avec les équipes, si les recettes sont bonnes, je dois regarder pour apprendre, pour potentiellement faire mieux, pour voir si on est bon. Donc, je regarde beaucoup, je regarde plus que les avis, je regarde les réactions. Beaucoup, quand je vois les yeux qui se ferment, le grand sourire, je me dis, ah ok, on a créé cette émotion, on a fait notre travail, puisque nous, notre but, c'est comment on peut créer des émotions, comment on peut, le temps d'un repas, faire oublier tous les problèmes du quotidien. Donc oui, je regarde beaucoup. Quand j'ai lancé Pepe Chicken, moi, le truc qui me faisait peur, c'est de me dire, ok, ben, est-ce que si ça ne fonctionne pas, et c'est surtout, est-ce que si les gens trouvent ça pas bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et j'en serais extrêmement touché. Mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc, aujourd'hui, je me dis, waouh, on a bien fait de se questionner autant. Enfin, moi, c'était au gramme près, tu vois, les recettes. C'est que je notais au gramme près, ah, si je rajoute ça pour la panure, etc. Enfin, il y a eu ce gros travail-là. Et aujourd'hui, oui, on va avoir un commentaire de temps en temps. Enfin, la critique, elle fait partie du process. Pour se remettre en question, la critique, elle est nécessaire. Moi, il y a beaucoup de critiques qui m'ont emmené à là où j'en suis aujourd'hui. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt un ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu vois les retours sur Pepe Chicken, c'est plus, quand quelqu'un va critiquer, c'est plus 10 personnes derrière qui vont dire, écoute, soit tu n'as peut-être pas eu la bonne commande, soit il a dû se passer quelque chose, parce qu'en fait, non, c'est exceptionnel. Et ça, pour le coup, ça me touche positivement. Je me dis, ah ouais, il y a un engouement, il y a une communauté. Pour moi, en tant que créateur, c'est du jamais vu. La compétition autour de la création de business autour de la food, que ce soit par des créateurs, des personnalités ou des chefs, moi, c'est pas forcément quelque chose qui va me faire me dire, ah, ok, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille plus vite. Moi, je suis plutôt fier de voir des personnes qui ben voilà, vont entreprendre parce que c'est pas facile. On a parlé beaucoup de créateurs, mais c'est vrai qu'il y a aussi des créatrices qui sont impressionnantes. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de ce que Léna Situation a fait, notamment avec ses nuggets veggie qui étaient vraiment un produit phare sur ces pop-up. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir en fait comment la créateur économie, de manière générale, évolue et grandit. C'est ça qui me passionne. Et je trouve que c'est
bah, c'est une concurrence saine. C'est ok, ben, on en discute entre nous, on se donne des conseils. Et moi, ça m'impressionne parce que je connais le parcours de ces gens-là et de voir ben, des autodidactes qui ont commencé avec un téléphone et des Lego, arriver à aujourd'hui être à la tête d'entreprises, avoir créé de l'emploi, parce que c'est aussi ça qui est beau. C'est que derrière les réussites, il y a aussi de l'emploi qui se crée, une dynamique, toutes ces réactions des gens quand ils vont goûter les produits des créateurs, des créatrices, c'est impressionnant. Et moi, je le vois plus comme, ah tiens, c'est motivant, et avec un regard de fierté qu'un truc de ah putain, faut que je me speed parce que si machin, il fait le truc avant. Enfin voilà, moi je vois ça de manière plutôt sainement. Sur la partie food, bah, bien sûr, quand il y a un créateur qui se lance, j'ai très souvent le droit à cet appel, bon écoute, tu peux me dire, etc. Et je le fais avec plaisir. Tout comme moi, si demain je vais me lancer dans un format, je sais pas, exploration ou docu, je vais aller demander à Cyril, ouais, t'as pas des questions. Enfin voilà, c'est vraiment ce partage. Et c'est vrai que dans la food, je suis un peu le patron sur cet aspect-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs qui me demandent. Et je conseille, bien sûr, à chaque fois. C'est un peu une tendance, hein, c'est voilà, comment on expliquerait qu'en 2016, tous les créateurs se lancent dans les livres. Ben, c'est un peu la même question. Il y a, je pense, ce côté créatif, la création d'un livre ou la création d'un produit ou la création d'une recette. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour un créateur, pour un créatif. Après, c'est aussi voilà, un business, c'est une réalité. Donc voilà, les gens s'y essayent. Comme moi à l'époque où j'ai fait un livre avec des recettes. Voilà, pour l'instant c'est la mode. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. En tout cas, moi je sais que en tant que passionné de food, bah, je continuerai comme je le faisais avant que ce soit la mode à être dans la food. Today, I have a $7,000 meal in a luxury hotel in Vietnam. I will also have a meal on a boat in the middle of the Ha Long Bay. And to finish, I'll try a gourmet meal that is worth $1,000. But before I treat myself with these $10,000, I must live for 24 hours with only $10, which is 275,000 dongs. If I can make that, I should be fine. Anyway, let's start off with our breakfast. Let's go walk. Là, tu montres une vidéo qui est doublée en anglais. C'est vrai qu'on double le format long en anglais, en espagnol. On expérimente beaucoup ce travail de, ok, ben, ce qu'on a fait en France, ou du moins dans les pays francophones, comment on peut aller plus loin, comment on peut aller à l'international. Alors ça s'exprime de deux manières. Premièrement, le format long qu'on double. Alors c'est très, très marrant de voir, de voir ça parce que ça fait toujours bizarre de s'entendre comme ça, de voir les vidéos doublées. Tu vois, des vidéos doublées qui font 100 000 vues. Tu te dis, ah ouais, ok, il y a 100 000 personnes qui ont vu la vidéo doublée. Et c'est très intéressant d'un point de vue évolution de ce qui se passe sur Internet. Parce que, en fait, moi, je pense qu'on est à un moment où la barrière de la langue sur Internet, elle est en train d'être complètement effacée. Il y a beaucoup de choses qui sont traduites. Moi, je donne souvent l'exemple des avis sur les restaurants quand on voyage. Ben, peu importe où t'es, tu vois des avis en français. En fait, c'est des avis qui sont traduits. Et c'est des interactions comme ça où, en fait, plus on avance dans le temps, plus la barrière de la langue s'efface. Donc, nous, on va dans l'air du temps où aussi on double les vidéos. Puis aussi, aujourd'hui, on a sur le média Fast Good Cuisine, on a toute une partie où les vidéos sont en verticale. Et là, c'est des performances qui sont stratosphériques. La semaine dernière, on fait une vidéo, elle fait 120 millions de vues. Tu te dis, comment une vidéo sur Internet en 10 jours peut faire 120 millions de vues? Qui regarde ça? Et en fait, tu te rends compte que en fait, la barrière de la langue, elle s'efface totalement et que moi, mon côté toujours entrepreneur, d'essayer de faire mieux, d'aller voir plus grand, plus loin, ça me pousse à me dire, ok, en fait, regarde, tu l'as fait en France, pourquoi pas à l'international, pourquoi pas aussi, on entend à chaque fois de la street food américaine qui arrive en France et on est fou de voir ça, pourquoi pas faire rayonner
la street food française à l'international et un jour, qui sait, avoir un Pepe Chicken qui arrive à New York avec les Américains qui vont faire, ben voilà, comme nous quand on découvre un fast-food américain qui arrive en France. Mais c'est vrai que si vous voulez faire des vues, c'est intéressant de réfléchir à comment attirer l'œil dès le début, comment faire pour que les vidéos, si c'est sur du vertical par exemple, elles puissent être vues par beaucoup de personnes. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a des techniques, ils sont très forts les Américains pour ça. Est-ce que par exemple le contenu, on peut le regarder au-dessus de l'épaule? Ça, c'est une strat. C'est-à-dire que, est-ce que si là je tiens un téléphone dans la main, quelqu'un qui passe derrière moi peut voir le contenu et comprendre? Et ça, c'est une des stratégies, par exemple, de dire, ok, ben, est-ce que la vidéo est assez claire, compréhensible? Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais je pense que le plus important, c'est se remettre en question et d'essayer d'être fier de soi quand on appuie sur le bouton upload. Qu'il y a 4-5 ans, on pouvait facilement allumer une caméra, faire le montage un peu tout seul. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Ça ne veut pas dire que c'est plus possible de le faire. Il y a des personnes qui excellent dans ça. Mais c'est vrai que le standard de production, il a énormément évolué. Quand on voit Inoxtag, la qualité de son contenu sur son ascension sur l'Everest, moi je suis estomaqué de voir, ok, ben en fait c'est un créateur de contenu qui fait ça. C'est impressionnant de voir ça. Avant je parlais de Lena, mais arriver à faire des vlogs pendant 30 jours d'affilée avec des histoires, du storytelling à chaque fois, une subtilité dans le contenu, plus tout ce qu'elle fait à côté, c'est impressionnant. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime dans la création de contenu. C'est, en fait, on progresse et on fait mieux à chaque fois. Même si, oui, en effet, ça demande pas mal de travail.